le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi, nouvelle semaine. Bienvenue dans la page internationale, le grand journal du 14h. C'est la semaine sainte. Joyeuse semaine 7 à tous et à toutes. Depuis la newsroom de la capitale, les grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour présenter le grand journal. Jonel François et Smith Jean-Julien Robarns assurent les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacmel, la situation militaire en Ukraine. La Russie prépare une offensive à l'est de l'Ukraine. Voici un reportage signé Euronews. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie concentre des dizaines de milliers de soldats en vue de la prochaine offensive dans l'est de l'Ukraine. Des images satellites récemment publiées par Maxar Technologies ont montré un convoi de 13 km de véhicules militaires se dirigeant vers le Donbass. Les séparatistes, soutenus par la Russie dans l'est de l'Ukraine, affirment qu'ils intensifient leur combat contre les soldats du gouvernement ukrainien. Les zones tenues par les rebelles dans cette partie du pays sont le théâtre d'affrontements depuis 2014. Et voici les endroits où d'intenses combats ont lieu actuellement. Selon les analystes militaires occidentaux, la Russie se concentre sur toute une partie de l'est de l'Ukraine, de Kharkiv, la deuxième ville du pays, au nord, à Kherson, au sud. L'une des villes clés est Mariupol, où les forces russes poursuivent leur offensive pour prendre le contrôle de cette ville portuaire stratégique au sud. Dans sa dernière mise à jour des renseignements sur l'Ukraine, le ministère britannique de la Défense avertit que l'utilisation par la Russie de munitions au phosphore à Donetsk soulève la possibilité de leur utilisation future à Mariupol, alors que les combats pour la ville s'intensifient. Laissons l'Ukraine, prenons l'addiction des États-Unis d'Amérique aux États-Unis. Des dizaines de législateurs, de membres du cabinet et de conseillers du cercle proche du président américain Joe Biden ont été testés positifs à la Covid-19. Tous ont assisté à un gala à Washington le week-end dernier. Selon les organisateurs, il y a 67 cas positifs provenant de l'événement. Cela représente 10% de ceux qui y ont participé. Cela a suscité des inquiétudes pour la santé du président américain Joe Biden. Voici un reportage signé CGTN News. Plus de 2 ans après le début de la pandémie, il y a de nouvelles preuves que la Covid-19 n'est pas encore dans le rétroviseur de l'Amérique et que même l'élite politique vaccinée de Washington reste vulnérable. Plusieurs participants de haut niveau au Graduate Dinner du week-end dernier, qui s'est tenu à l'hôtel Renaissance, ont été infectés par le virus. Plus récemment, c'était le secrétaire à l'agriculture Tom Vilsack. Il rejoint le procureur général Merrick Garland et plusieurs membres du Congrès qui ont été testés positifs, ainsi que le directeur de communication de la vice-présidente Kamala Harris, qui, un jour avant son résultat positif, a serré la main de l'ancien président Barack Obama à la Maison-Blanche. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a également été testée positive un jour après avoir été sans masque à côté de Joe Biden. Elle reste asymptomatique. La Maison-Blanche cependant n'est pas découragée. Le président Joe Biden a accueilli la juge Ketanji Brown Jackson, récemment confirmée à la Cour suprême vendredi, devant plusieurs centaines de personnes. Des scènes comme celle-ci ont fait craindre que le président ne se mette en danger. Comme tout le monde, le président peut à un moment donné être testé positif à la Covid. Et bien que nous ayons constaté une augmentation des cas chez des personnes que certains d'entre nous peuvent connaître, je voudrais également noter que les cas restent en baisse de 95% depuis le pic d'Omicron, même si nous avons vu des cas parmi les personnes que nous connaissons. Biden a pris une série de précautions, recevant une deuxième dose de rappel et exigeant que toutes les personnes qu'il rencontrera soient testées au préalable. Même s'il a attrapé la Covid-19, ses conseillers médicaux pensent qu'il n'aura pas de symptômes sérieux. Il pourrait être infecté, mais nous espérons que si cela se produit, que la quantité de protection qu'il a obtenue grâce à sa vaccination et au double rappel signifie qu'il aurait une maladie légère, s'il a quelque chose.
Dans ce scénario, la Maison-Blanche maintient que Joe Biden serait en mesure de continuer à exercer ses fonctions tout en s'auto-isolant. Pourtant, malgré ses assurances, le président est âgé de 79 ans. Face à une maladie qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées et les plus vulnérables, l'administration ne peut se permettre d'être complaisante. Direction la Tunisie, manifestation contre la politique de Kais Saied. Plus d'1 million de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale pour protester contre le président qui a récemment dissolu le Parlement. Voici un reportage signé Africa News. En Tunisie, plus d'1 millier de manifestants se sont réunis dimanche pour protester contre la politique du président. Kais Saied dirige le pays seul depuis près de 8 mois. Dernier fait en date du chef de l'État, la dissolution du Parlement et l'ouverture d'une enquête contre les députés ayant outrepassé la suspension de l'Assemblée des représentants du peuple. Une crise politique qui s'accentue, qui s'enracine et qui pèse lourd sur l'économie tunisienne, sur les finances, sur le quotidien des Tunisiens. Le pays va de plus en plus mal. Les Tunisiens souffrent de plus en plus. C'est ça, 8 mois de Kais Saied. Aujourd'hui, c'est par des réunions de ce genre, par des manifestations répétées et récurrentes que nous pouvons arracher à nouveau notre droit à être représentés dans le cadre d'une constitution moderne, dans des assemblées législatives élues, directement et librement élues. Il y a quelques jours, un journaliste a été condamné à 4 mois de prison par un tribunal militaire pour offense envers le président. Poursuivi depuis plusieurs mois pour avoir critiqué Kais Saied à la télévision, il a fait appel de la décision. Retournant en Ukraine, visite surprise du Premier ministre anglais Boris Johnson samedi dernier à Kiev, la capitale ukrainienne. Le Premier ministre anglais a promis de nouvelles armes à l'Ukraine où la menace d'une nouvelle offensive russe imminente pousse la population à fuir l'est du pays, au lendemain d'une frappe russe meurtrière devant la gare de Kramatorsk. Voici un reportage signé I24 News. D'un pas décidé, le Premier ministre britannique et le président ukrainien arpentent les rues de Kiev entourés d'une escorte militaire. En visite surprise dans la capitale ukrainienne, Boris Johnson souhaite montrer son soutien indéfectible au peuple ukrainien. Il a promis de fournir des blindés à l'Ukraine et de maintenir la pression sur la Russie. Nous allons augmenter la pression économique et nous continuerons à intensifier les sanctions contre la Russie en gelant les avoirs dans les banques et en sanctionnant les oligarques, mais aussi en cessant d'utiliser les hydrocarbures russes. Nous vous apporterons le soutien dont vous avez besoin aussi bien sur le plan économique que militaire. De son côté, Volodymyr Zelensky poursuit ses appels aux Occidentaux à agir plus vite et plus fort contre la Russie. Il estime que le projet européen est menacé. L'agression russe n'était pas limitée et ne visait pas que l'Ukraine, mais la destruction de notre liberté et de notre vie. L'ensemble du projet européen est une cible pour la Fédération de Russie. Sur le terrain, la situation reste très compliquée. Dans la zone rurale de Barvinkov, les soldats ukrainiens fortifient leur position et creusent de nouvelles tranchées. Les bords de route ont été minés et des obstacles anti-chars sont installés à tous les carrefours. Des images satellites publiées par l'entreprise Maxar et datant du 8 avril dernier montrent des convois russes avançant vers le Donbass. Cependant, la commissaire russe aux droits de l'homme Tatiana Moskalkova a confirmé qu'un nouvel échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine avait eu lieu samedi, permettant la libération de 12 soldats et 14 civils ukrainiens. Pendant ce temps, les autres populations tentent toujours d'échapper au combat. À Kramatorsk, où plus d'une 50aine de personnes ont été tuées dans les frappes devant la gare, les évacuations de civils encore sur place se poursuivent. Depuis notre ville, le train ne circule plus depuis longtemps déjà. L'évacuation de notre région n'est possible que par bus et minibus. Il est impossible de vivre en ville car l'approvisionnement en eau est épisodique. L'électricité aussi, les magasins sont fermés, les communications ne fonctionnent pas. C'est comme Armageddon. De nombreux civils sont également évacués vers la Roumanie, comme le montrent ces images. Beaucoup ont pris leur décision au dernier moment, souhaitant éviter le couvre-feu décrété à Odessa à partir de samedi soir. Plus de 4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion russe le 24 février, selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. L'ONU estime par ailleurs à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays.
Élection présidentielle en France, premier tour. Après le résultat de ce premier tour de scrutin, Marine Le Pen et Emmanuel Macron au deuxième tour. Que dit la presse sur les élections? Écoutons un débat intéressant sur Radio Sud en France. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec quelqu'un qui est loin d'être sénile. C'est Rémi Tell, entrepreneur et cofondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et on va enfin donner la parole aux jeunes après ce premier tour. Bonjour Rémi Tell. Bonjour à vous, merci de m'accueillir. Alors Rémi Tell, d'abord, évidemment, on est dans les lendemains, je ne sais pas qui chante ou qui déchante, ça dépend de dans quel camp on est. Pour vous, comme ça, un commentaire général, sans choisir, quel a été votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez senti après les résultats? 9,5 millions de Français ont basculé dans le métaverse. Et je crois qu'on ne peut plus rien pour eux. Ce sont les 9,5 millions de Français qui ont voté Emmanuel Macron. On ne peut plus rien pour eux, tant le rapport à la réalité semble déréglé. Alors il y a ceux qui se prennent pour des libéraux. Que font-ils des 1000 milliards de dettes supplémentaires créées durant le quinquennat? Ceux qui se revendiquent du républicanisme, liberté, égalité, fraternité. A priori, l'apartheid sanitaire et les mutilations faites aux gilets jaunes ne les dérangent pas plus que cela. Et puis enfin, reconnaissons-le, il y a des boomers qui ont oublié que s'ils avaient eu 50 plus durant la crise sanitaire, c'était EHPAD et Rivotril. Et donc on est pris dans une espèce de folie collective là qui se manifeste à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle et dont on peut se consoler simplement en se disant que 25 millions de Français, eux, n'ont pas fait ce choix imbécile parce que, pour parler un peu cash, aujourd'hui voter Macron, c'est faire un choix véritablement imbécile, puisque même ceux qui pourraient se reconnaître dans l'idéologie du macroniste votent pour Macron pour de mauvaises raisons. Oui, mais alors on pourrait vous répondre, Rémi Tell, c'est bien, bel et bien ce que vous dites, mais enfin, voter Marine Le Pen, ce serait quand même voter pour l'extrême droite, parce que elle a beau dédiaboliser, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que quand même Marine Le Pen, ou ceux qui entourent Marine Le Pen, et d'où elle vient, c'est quand même une extrême droite qui n'est pas vraiment plus reluisante. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? S'il faut faire un choix, puisque le choix est aujourd'hui, en tout cas, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En tout cas, au premier tour, il y avait une multiplicité de choix, avec des candidatures intéressantes, celle par exemple de Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est beaucoup engagé sur la question des libertés. Aujourd'hui, je me méfie plus de l'extrême centre que de l'extrême droite. Et la menace véritable pour l'état de droit, pour les libertés individuelles, pour la santé, pour le pacte social, s'incarne dans ce que représente Emmanuel Macron. Et il suffit de regarder dans le rétroviseur là, des 5 dernières années pour s'en convaincre. Et donc cette espèce de théâtre antifasciste est absolument ridicule, et je crois que l'enjeu des 2 prochaines semaines, ça va être de déconstruire ce récit en ramenant le réel face à chacun. Le danger pour la démocratie, le danger pour les libertés, le danger pour l'état de droit, c'est Emmanuel Macron. Oui, pour vous, c'est clair et net. On va en parler avec vous, on va prendre le temps d'en parler, Rémi Tell, on va parler de Paroles révoltées, bien sûr, et avec vos auditeurs, et surtout Paroles révoltées. Pourquoi vous avez eu envie de rassembler ces chroniques? Donc, chez Libre, Perspectives Libres, voilà. Ces textes ont été écrits, publiés avant la crise sanitaire pour la plupart d'entre eux. Et en fait, en les relisant un jour rétrospectivement, je me suis rendu compte qu'ils annonçaient modestement, beaucoup l'avaient pressenti, mais déjà ce qui allait s'annoncer, c'est-à-dire l'inversion accusatoire, c'est le cas là sur les menaces supposées contre la démocratie en cas de victoire de Marine Le Pen, sur la perte complète du lien avec le réel, le vaccin c'est la liberté, tous vaccinés, tous protégés. Et voilà, c'est la fin de la page internationale, le grand journal du 14 mars aujourd'hui. La production est signée Ed Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana 102.3 FM Jacmel. Présentation Erlich Dorilas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Ça fait 1 an que cette page internationale diffusée sur la radio évangélique Osana, 1 an de diffusion de cette page. Alors je suis très content d'être sur cette radio. Merci pour le feedback. Couleur du temps pour aujourd'hui. Boston 62 degrés Fahrenheit, 17 degrés Celsius.
Jacmel, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi saint à l'écoute de la radio évangélique Hosanna. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.